Salut à tous, bienvenue donc pour l'épisode 44 donc de l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry. Aujourd'hui donc je vais te parler de multitâches avec une serial entrepreneuse que tu dois connaître, donc Charlotte Marigan, qui est donc à la tête donc de plusieurs structures et qui a vraiment un bon lifestyle, et surtout donc elle va nous parler aussi d'immobilier dans cet épisode là. Donc je te dis tout après, donc remercier donc les sponsors. ConvertKit, outil numéro 1 pour la construction de ta liste email. Comme tu le sais, l'argent est dans la liste. Je te conseille donc de commencer aujourd'hui à construire ton business avec ConvertKit. ConvertKit te permet de gérer ta liste email et de configurer ton autorépondeur de manière simple et conviviale. La segmentation de mes abonnés par groupe afin d'obtenir un contenu spécifique à leurs besoins n'a jamais été aussi simple. ConvertKit est une puissante plateforme de marketing par email qui automatise énormément le processus de gestion des listes email, ce qui t'offre la possibilité de concentrer tes efforts ailleurs, tout en continuant à faire grandir ton business. Pour tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui, il te suffit d'aller sur le lien suivant: Thierry-6henry.fr/CKT. Donc Thierry-6henry.fr/CKT. Comment l'immobilier locatif et devenir riche grâce à l'immobilier. C'est ce que tu vas apprendre gratuitement ce dimanche dans un webinaire. C'est une formation gratuite, donc viens apprendre à investir dans l'immobilier rentable tout de suite. Voici ce que tu vas apprendre. Donc il y a 4 secrets. Le premier, donc, comment trouver une bonne affaire. Le second, les outils à utiliser pour gagner beaucoup de temps sur la recherche donc, du bien. Le troisième, une méthode pour suivre les opportunités. Et la quatrième, le retour d'expérience d'un expert qui a acquis plus de 45 biens en moins de 6 ans. Ce sera donc ce dimanche à 20h heure de Paris. Donc pour réserver ta place maintenant, va sur thierry-6henry.fr/imo. Je répète, thierry-6henry.fr/imo. Donc je te dis à dimanche, entrepreneur lifestyle. Donc nous voilà de retour. Comme je t'ai dit, donc on va parler beaucoup d'immobilier, d'Airbnb, d'immeubles, un peu donc de ces business classiques en ligne, même si elle n'a pas commencé par ça. Donc on va aussi nous parler donc de ses débuts et pourquoi en fin de compte elle est multitâche. Bizarrement par rapport à ça, donc je me rapproche d'elle parce que c'est vrai que elle dit qu'elle ne s'ennuie pas, mais bon, moi c'est comme ça que moi je le ressens moi en tant que personne. J'aime bien avoir, je suis attiré par beaucoup de choses. Mon cerveau est un peu, j'aime bien faire plusieurs trucs. Même si on le dit, on le répète, il faut faire de one thing, faut assurer sur un business puis ensuite enchaîner sur un autre, ce qui est vrai, donc pour la plupart des gens. Mais je comprends l'intérêt et donc c'est vraiment un échange très intéressant. Donc n'hésite pas à liker, à partager et à supporter donc l'émission. Et donc on va commencer tout de suite avec donc Charlotte. À tout de suite. Salut Charlotte, comment tu vas? Bonjour, très très bien dans cette belle matinée toute pluvieuse. Moi aussi il pleut. T'es où là toi? Alors je suis dans ma maison familiale Mhm. et qui a l'avantage d'être pas très loin des appartements que je gère. D'accord, ouais. Donc oui, c'est vrai qu'on va parler un peu d'immobilier, même si toi tu es multitâche, donc c'est aussi le but du podcast aujourd'hui. Pour ceux qui malheureusement n'arrivent pas à suivre ce que tout le monde répète, il faut rester dans une niche et être un expert. Toi, tu es un peu comme moi, tu réfléchis mieux quand tu as plusieurs activités. Donc je vais te laisser te présenter, puis après on va partir donc sur les différentes activités que tu as et comment tu arrives à gérer donc la vie de famille, les différentes tâches et pourquoi toi ça marche bien pour toi. Oui, alors je pense que déjà on est chacun très spécifique et qu'il faut pas avoir peur quand on est un peu différent de suivre différents modèles. Moi, j'ai eu un parcours scolaire et académique très académique. Je suis arrivée jusqu'au plus haut niveau. J'ai un doctorat d'État. Mais en fait, pour moi, je me suis rendu compte que c'était assez compliqué et que ça me ressemblait pas trop parce que j'étais pas capable de gérer un patron. Et le fait d'avoir quelqu'un qui me commande dans ce que je faisais. Et donc, du coup, je me suis lancée dans le fait de créer une société qui était pour les enfants hors normes. Et donc, ça va reboucler avec le multitâche parce que c'est toujours quelque chose qui a été très important pour moi. J'ai un diplôme en psychologie de l'enfant et du développement. Et j'ai du mal dans les généralités, en fait, quand on fait des généralités sur les gens. Et donc, j'ai travaillé avec des enfants qui avaient des potentiels différents, que ce soit hypersensibilité, que ce soit des angoisses massives, que ce soit de la précocité, que ce soit, etc. Et j'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup appris, d'autant plus que nous avons dû acheter l'école, donc c'était mon premier achat immobilier, ça m'a appris aussi sur l'immobilier.
et que c'était la première fois que je gérais une entreprise et donc que je suis devenue gérante de société. Je précise que vous étiez quatre, hein, ce qui est déjà première création à quatre, déjà c'est fort parce qu'en général, les gens ont toujours peur de s'associer. Et toi, donc, tu commences avec quatre personnes, je crois, c'est ça? Oui, totalement. Nous avons comment? Alors quatre, c'était un peu fictif, c'est-à-dire deux couples. D'accord. Avec mon mari et donc moi j'ai plutôt un aspect scientifique et je me suis associée avec quelqu'un qui était littéraire et donc on a créé cette école à deux et les deux couples voilà, se sont lancés dans l'aventure, chacun ayant deux enfants. Donc on était en réalité 8 dans l'aventure. Et en plus aussi, avec, donc, tu as commencé comme moi, en fin de compte, l'entrepreneuriat dans le dur, on va dire, comment on dit, ouais, brick and mortar, on va dire. T'as pas commencé en ligne directement, on va dire. Non, pas du tout, du tout. D'accord. Vraiment, voilà, avec des clients à aller chercher, des profs à recruter, des bâtiments à mettre aux normes pour l'école, une cour de récréation à mettre aux normes. Voilà, donc c'est aller vraiment de la gestion du prêt pour obtenir le financement pour les bâtiments de l'école jusqu'au fait d'avec une tronçonneuse découper les branches, etc., etc. C'était tout le panel possible, sans compter tout le côté fiscal et légal. J'ai une question tout de suite parce que en off, je t'en ai un peu parlé. Toi, en fin de compte, techniquement, avec tous tes diplômes, et je crois que ton mari, c'est pareil, je crois. Et alors, Ah je sais pas oui, si le tout c'est pareil. Vous avez aucune raison d'entreprendre parce que vous êtes diplômé. Le travail, c'est pas un problème pour vous. Vous allez dans le monde du travail, vous en trouvez, on va dire. Ou sinon, vous pouvez être consultant et vous créez quand même une boîte qui n'a rien à voir et vous prenez des grands risques. Pourquoi? parce qu'on est incapable de supporter un patron. Alors, on parle souvent du plafond de verre et je pense que maintenant les gens connaissent bien. Enfin, je pense que tu en as déjà discuté dans tes podcasts et que les gens commencent à être assez au courant avec ça et que ça commence à faire son chemin. Mais il y a quelque chose pour les gens qui ont des potentiels un petit peu différents qui est difficile à vivre. C'est le fait d'avoir quelqu'un au-dessus de soi qui ne peut pas prendre en compte votre spécificité. Je sais qu'il commence à y avoir sur Paris des cabinets qui essayent de travailler avec les grandes entreprises pour que les gens avec un potentiel différent puissent apporter à l'entreprise et pas qu'ils en soient blessés. Mais c'est vrai que dès qu'on a un peu une spécificité, rentrer dans un moule, c'est compliqué. Et moi, j'ai décidé très vite de ne pas me faire du mal et de ne pas m'obliger à rentrer dans un moule qui ne me correspondait pas. Et la seule solution dans ce cas-là, c'est vraiment de créer son propre job. Et puis, il y a une raison plus perso. Donc, je te remercie de ne pas vouloir me mettre dans la case maman à la maison. Mais il y a une raison vraiment perso, c'est que moi, j'avais vraiment conscience, quand j'ai voulu des enfants, me dire je ne veux pas faire des enfants et ne pas avoir d'enfants, c'est-à-dire les faire gérer par l'école, par une nounou, par des assistantes X ou Y. Je me suis dit, si jamais tu veux des enfants, c'est vraiment pour vivre avec ces enfants et partager des choses avec ces enfants. Voilà, c'est ma philosophie qui va jusqu'au fait, par exemple, d'éviter de leur acheter des cadeaux, mais de partager avec eux des expériences et des voyages. Donc, pour moi, vivre avec quelqu'un, c'était pas payer des choses, mais c'était vraiment vivre ensemble. Et c'est extrêmement difficile quand on est cadre supérieur ou quand on a des responsabilités au sein d'une entreprise qui ne vous appartient pas, de pouvoir rentrer dans ce cadre. Tous les gens autour de nous qui ont pris des postes à responsabilité se retrouvent vraiment extrêmement coincés dans des emplois du temps. Oui, et je suis content que tu parles de ça parce que moi, je reviens de Valence. J'ai fait 8 jours à Valence avec mes trois enfants. Et réellement, je vois la différence entre avant et après. On avait fait des petites vacances avant, mais bon, c'était un peu compliqué. Moi, j'ai une femme qui est cadre dynamique et donc Et voilà. c'est plutôt elle qui ne les voit pas. Même si tout le monde croit que je rigole quand je dis que c'est moi qui les gère, on me dit non, c'est pas possible. Et si, c'est moi qui les gère. Même si bon, des fois, j'ai des rendez-vous à Paris, mais bon, je bosse à la maison, donc c'est un peu plus simple pour moi. Et en plus de ça, je suis pas un gros dormeur, donc j'ai beaucoup de temps, on va dire. J'ai beaucoup de temps, je dors 5-6 heures par soir, et donc j'ai le temps de me lever le matin, le soir de m'en occuper. Voilà. Mais bon, bien sûr, elle a sa part, hein. Je dis pas qu'elle fait rien, au contraire. Elle a une Non, grosse non, mais part. chacun sa place, mais c'est vrai qu'il y a
une vie du quotidien qui est très différente. Alors après, il y a des gens qui réussissent à passer des vrais moments de qualité sur des courtes durées avec leurs enfants en créant des expériences très particulières. Moi, dans mes élèves, j'avais un garçon qui avait un papa très très pris. C'était un médecin de renom, il avait très peu de temps. Et il passait systématiquement 15 jours avec son fils en partant type en camping-car ou vraiment que sac à dos pour avoir des temps très privilégiés. Ils avaient réussi à avoir quand même une relation très forte entre eux. Mais moi, et j'en reviens à l'individu, eux allaient très bien dans cette relation et cet enfant, il avait une super relation à son papa. Mais moi, quand j'ai voulu devenir maman, c'est pas ça qui me faisait envie de faire et je pense que j'en aurais été extrêmement malheureuse. Donc, quand on peut choisir et essayer, c'était un test, je l'ai fait, je suis ravie de l'avoir fait et de m'être écoutée, mais j'avais pas envie de suivre des carcans obligatoires, j'avais vraiment envie de m'écouter et d'essayer. Alors, ça aurait raté, j'aurais pas eu de sous pour les élever, je serais repartie faire autre chose, il n'y a pas de souci. Mais il s'est avéré que en suivant mes envies et en construisant à deux la vie qu'on rêvait, pour le moment, ça fonctionne, donc on fonce là-dedans. Mais ce qu'il faut préciser, c'est aussi qu'il y a aussi deux visions qui sont différentes. C'est que souvent, on pense parce qu'on est salarié, qu'on fait, je parle de celui qui n'est pas cadre, qui fait du 8h, 8h, on va dire 16h30, 17h, qu'il a plus de temps. Oui et non. Déjà, il est stressé et souvent, je dis pas, alors je vais faire un gros cliché, souvent, bah, cette personne-là va peut-être rester 2-3 heures devant la télé. Donc, si tu rajoutes ça, et plus peut-être 2 heures de transport, parce que surtout à Paris, c'est 1 heure pour aller, 1 heure pour le retour. Le Donc, on a transport, mal de c'est temps. très important, oui. Voilà, et on pense que l'entrepreneur bosse, il dirait qu'au début, ben, il faut lancer la machine, hein, c'est une fusée, donc au début, pendant 6 mois, 1 an, des fois 2 ans, ben, on bosse comme un dingue, mais après, techniquement, si on sait automatiser, déléguer, on peut avoir une vie vraiment qui est très bien. Donc souvent, on oppose l'entrepreneur, si j'ai créé une boîte, je vais pas avoir le temps pour mes enfants. En fait, c'est faux. Si on sait bien faire les choses et on sait en plus créer, comme mais là, on parle de multitask, créer différents business, différents donc, revenus, ben, là, on est vraiment tranquille. Alors, c'est vrai et c'est faux. Il faut quand même se souvenir de la fameuse phrase que si on aime son travail, quelque part, on ne travaillera jamais une seule Tout à journée de fait. notre vie. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération, c'est qu'est-ce qui se passe par rapport à sa relation au travail. C'est-à-dire que quand on lance un nouveau business ou quand moi j'ai une nouvelle idée ou quand il y a quelque chose que je veux faire, c'est souvent une envie, c'est motivant, on regarde, etc. Et, et ça donne quand même quelque chose de très positif. C'est un élan dynamique qu'on ne peut pas forcément retrouver dans le salariat où on nous impose certaines tâches ou alors on a des obligations de planning, etc. Mais par contre, effectivement, à contrario, ça fait des gens qui ne trouvent pas ça anormal de se parler un jour férié. Ou d'aller travailler un dimanche, ou comme ça m'est eu arrivé, d'avoir un problème avec la femme de ménage pour du Airbnb et de se retrouver à 22 heures à faire le ménage avec sa fille de 9 ans pour être sûr que le lendemain, les clients aient un appartement qui soit nickel. Tout à Donc, fait. ça peut paraître complètement fou et je peux tout à fait comprendre vraiment hein, que pour des gens ce soit absolument dingue. Enfin, moi, j'ai des gens qui me disent mais comment si on a de l'argent et si on peut faire des choses comme ça, comment tu te retrouves à 10 heures du soir à faire le ménage dans un appartement à quatre pattes avec tes produits ménagers? Mais enfin, c'est pas possible. Bah oui, pour moi, ça fait partie du job, etc. Donc, je ne le ferai pas tous les jours. Hein. Je fais tout pour que ça ne m'arrive pas. Mais si ça arrive, voilà, pour moi, mes clients, c'est important et je veux qu'ils soient dans des bonnes conditions. Et peu importe si c'est à moi d'assumer, c'est moi le boss, c'est moi qui assume. Je trouve ça normal. Et ma fille, je ne pense pas que ce soit son rêve absolu de petite fille de 9 ans à 10 heures de faire du ménage avec sa maman. Mais ça lui fait comprendre aussi que quand il y a quelque chose, on va au bout. On va au bout de ses devoirs, on va au bout des engagements qu'on a pris avec ses copines, même si du coup ça fait plus plaisir ou que c'était pas pareil quand on lui a dit de venir à la maison, etc. Et je pense aussi que c'est important, donc c'est une globalité. Oui, tu les montres l'exemple directement. Ben oui, parce qu'en fait, on sait très bien que les enfants et plus largement les salariés, c'est pas vraiment un discours qu'ils écoutent. C'est vraiment ce que tu fais
Moi, la femme de ménage enfin la responsable de mes femmes de ménage qui avait envoyé quelqu'un qu'elle n'avait pas testé avant et qui sait que la patronne a fait du ménage de 21h à 23h, entre guillemets, à sa place, elle a une reconnaissance et un respect pour moi que j'aurais pas obtenu en arrivant et en lui parlant de haut. Donc, c'est toute une façon de travailler et de gérer les choses qui est très différente, qu'on trouve dans des petites entreprises familiales qui grossissent, mais qu'on peut créer dans son propre business quand il grossit aussi. Bon, on va parler donc plus un peu donc de tes différentes tâches. Donc, tu as parlé un peu de la famille, donc tu es proche donc de tes enfants parce que tu as le temps. Donc, quelles sont les activités que tu as actuellement? En plus, l'école, tu l'as plus? Tu l'as encore ou pas? L'école que tu as créée en dur? Non, non, on a tout revendu parce qu'on a pris la décision de s'expatrier. Donc, nous vivons en Andorre. D'accord. Et l'école, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être au quotidien, contrairement à d'autres business où on peut déléguer. Et donc, on l'a revendu au couple d'amis avec qui on l'avait créé, mais je garde contact, mais j'y suis plus au quotidien. Voilà. D'accord. Donc, actuellement, tu as plusieurs sociétés, donc tu as aussi une grosse Oui, partie immobilière. oui. Donc, parle-moi un peu de tout ça, et donc le côté famille, le côté temps et le côté multitask, parce que c'est un trait de ta personnalité. Alors en fait, oui, je me suis très vite rendu compte que quand on m'obligeait à faire une seule chose, je devenais relativement mauvaise, même si j'adorais cette tâche-là. Et que dès que je faisais plusieurs choses en même temps, j'étais beaucoup plus compétente et beaucoup plus motivée pour chacune. Donc j'ai essayé de garder ça dans ma vie professionnelle. Donc, quand on a eu un business qui tournait, donc au début, j'ai travaillé dans le business avec mon mari. Donc, on vendait des CD de méditation. Donc, je gérais les clients, je gérais les envois, je gérais les banques, l'administratif. Et puis, après qu'on en a voulu arriver au fait d'investir, puisque la société fonctionnait, on s'est dit qu'on commencerait par l'immobilier. Et donc, je me suis formée en immobilier puisque mon mari, lui, s'est mis à fabriquer plusieurs programmes en électronique et que lui s'est spécialisé dans ces programmes d'accompagnement en électronique. Et puis, donc voilà, dans mes différentes formations, j'ai voulu commencer par la colocation. Et puis après, j'ai eu la possibilité de faire un achat d'un immeuble qui, lui, était en classique, donc avec un rendement plus faible, mais effectivement quelque chose de beaucoup plus tranquille par rapport au travail que demandait la colocation. Et en travaillant, je me suis rapprochée de quelqu'un qui faisait du Airbnb et qui accompagnait les gens sur le Airbnb. Et quand j'ai vu le potentiel, le travail, ce que ça faisait, ça m'a fait envie. Et donc, on a commencé à tester sur les appartements de ski qu'on avait en Andorre. Et puis cet été, on a commencé à travailler sur certains des appartements que j'avais en France sur le Airbnb. Donc déjà, sur l'immobilier, j'ai plusieurs canaux par rapport aux appartements que j'ai qui travaillent de façon différente, donc avec un fonctionnement, des responsabilités, une gestion, etc., très différente pour chaque domaine. Et puis, à côté de ça, je reste gérante de la société mère et en relation avec les grands partenaires avec qui on travaille en électronique. Donc, j'ai beaucoup de relationnels avec les banques, avec les partenaires avec qui on travaille de façon plus rapprochée et pour notre société principale. Et puis, comme voilà, je suis un peu hors norme, j'ai mes enfants aussi qui sont au CNED. Et donc, j'ai une partie de mon temps que je consacre au fait quand même de les accompagner, parce que même s'ils sont autonomes, ils ont toujours besoin d'un regard extérieur sur leur travail pour finir leur année. Et, et donc, voilà, j'essaye de m'organiser entre ces différentes activités. Ça fait beaucoup de boulot tout ça. Surtout qu'en fin de compte, bon, tu fais de l'immobilier, mais tu as transformé, j'ai l'impression que tu aimes bien le Airbnb qui est très rentable, mais qui n'est pas très passif.
Exactement, c'est un vrai boulot. Alors, pour être tout à fait honnête, si c'était moi qui gérais vraiment, j'en serais pas capable. Déjà parce que les appartements que je gère sont très loin de mon domicile. Donc, on a monté une équipe et ça, c'est vrai que j'aime bien. C'est quelque chose qu'on a réussi à créer avec notre société, avoir une équipe qui gère les clients, une équipe qui gère les partenaires, une équipe qui gère les programmes et les affiliations. Donc, on a réussi à faire ça pour la société, mais c'est plus mon mari qui s'occupe de cette équipe-là maintenant qu'elle est fixe. Moi, j'ai réussi à monter une équipe, comme je vous disais, par rapport à mes femmes de ménage, sur plutôt le côté Airbnb. Donc, on travaille avec des gens qui peuvent être là, par exemple, pour récupérer notre déco, pour, si la machine à café marche pas, récupérer une nouvelle machine à café. S'il y a quelque chose de décollé ou une douche qui déborde, trouver le plombier, remettre les rideaux, etc. Donc, on a créé, enfin voilà, on a 2-3 personnes de confiance avec qui on travaille. Et c'est aussi pour ça que ça prend du temps. Donc, on a mis 2-3 mois cet été quasiment à plein temps pour faire ça avec ma coach accompagnatrice. Et maintenant, voilà, on suit. Mais c'est vrai que c'était important et que ça demande du temps et un vrai investissement au début. Parce que, comme je disais, au début, il y a eu des couacs dans ce qui s'est passé et qu'il fallait vraiment être là pour vérifier et pour que les gens se rendent compte que même si on n'était pas tout le temps là, on avait quand même un œil et que voilà, donc on a fait les mises en place, on a fait le suivi et puis ça demande régulièrement de repasser, de revoir les gens, de vérifier les appartements, etc. Donc ça permet aussi, donc comme on parlait de multitask, de changer d'activité, indirectement, donc de libérer ton esprit sur autre chose et quand tu fais. Totalement. Voilà. Alors, comment dire, c'est du multitâche parce que du coup, je rajoute un élément à vérifier dans mon emploi du temps, bien checker que j'ai pas de message ou qu'il y a une urgence ou etc. Mais en même temps, c'est de la délégation. Donc, à chaque fois, c'est le même process. C'est commencer à rentrer dans quelque chose, commencer à essayer de le maîtriser et puis mettre en place quelque chose où je ne suis plus que la personne qui va vérifier ou qu'on vient voir quand il y a un problème ou qu'on sollicite quand il y a quelque chose qui n'est pas simple ou pas basique à mettre en place. C'est pareil avec ma secrétaire qui est sur Andorre. Maintenant, la plupart des choses, elle arrive à gérer seule et on a des points réguliers sur certaines choses, mais il y a toute une partie du travail qu'elle arrive à gérer toute seule et sur lesquelles elle est autonome, ce qui me permet de venir en France, ce qui me permet de partir en vacances, etc., en sachant que le business tourne sur les différents points. Ouais, donc tu délègues, mais ça reste quand même du boulot. Il faut quand même bien Il manager. faut toujours être faut toujours être en contact, il faut toujours avoir un petit mot, il faut toujours faire attention parce que dès qu'on est dans l'humain, on ne va pas se mentir, on n'est pas sur de la robotique, on est dans l'humain et il faut toujours être prêt à gérer ça, que ce soit en première action quand c'est des clients, parce que la relation client, moi j'en ai discuté avec différentes personnes qui faisaient du Airbnb, etc. Des fois, les gens arrêtent parce que la relation clientèle, c'est compliqué. Donc, il faut être capable de gérer ça. Si vous avez des appartements vides que vous louez en location vide, c'est beaucoup plus facile à gérer que du Airbnb. Vous avez sans arrêt des clients. Donc, il faut aussi assez se connaître pour savoir avec quoi vous êtes à l'aise, entre guillemets. Et puis, après, si vous déléguez, il faut aussi être à l'aise avec la position, entre guillemets, de chef qui n'est pas apprise, qui n'est pas forcément très respectée partout. Et donc, il faut se sentir aussi à l'aise avec cette position-là. Et effectivement, avec un peu la double peine quand vous êtes une femme et que vous devez prendre une position de responsabilité par rapport à un plombier, par rapport à une installation de cuisine, etc. Il faut aussi travailler un petit peu Dans ces là-dessus. cas-là, tu t'embêtes pas, tu prends une plombière et puis une secrétaire, et puis après, quand il n'y a pas d'embrouille. Comme ça, tu donnes du boulot aux femmes. Voilà, magnifique. Alors, la secrétaire, c'est assez facile à trouver. La plombière, j'ai plus de mal. Mais effectivement, il y a une espèce de solidarité comme ça qui se crée
Maintenant, le monsieur qui travaille dans nos Airbnb et qui est multitâche lui aussi, c'est quelqu'un de formidable avec qui ça se passe très bien. Et donc, il y a juste des hommes formidables comme il y a des femmes formidables. Et Tout à fait. donc, du coup, le tout, c'est vraiment de faire attention à l'humain et de créer le groupe avec lequel on est à l'aise de travailler. Parce que je sais très bien que, par exemple, si c'était plus moi qui devais gérer l'immobilier, mais mon fils ou mon mari, peut-être qu'il ne serait pas forcément à l'aise avec l'équipe que j'ai mis en place, parce que l'équipe que j'ai mis en place correspond à mon fonctionnement de travail aussi. D'accord, donc c'est vraiment, là, tu as vraiment montré une structure. Il y a combien de lots, si c'est pas gênant à dire, et combien donc de personnes tu gères? Enfin, parce que tu as l'impression que c'est une vraie Alors, entreprise. C'est de pas l'eau, juste, c'est pas juste du BNB, du Airbnb comme tout le monde fait deux, trois lots. Tu as vraiment une vraie structure. alors, sur Saint-Étienne, pour être exact, j'ai 3 immeubles et j'ai un étage complet qui est géré en booking sur 10 studios. D'accord. Le Airbnb, et qui est plus classique, dirons-nous, le Airbnb qu'on a voulu mettre en place, c'est plutôt du haut de gamme, avec pas mal de services, une déco très spécifique, etc., dans un immeuble vraiment centre-ville. Du coup, on travaille avec une dame qui fait déjà des ménages Airbnb, qui met en place aussi des solutions pour apporter les repas aux gens si nécessaire, enfin, voilà, qui est un service traiteur. Et eux, ils sont employés ou c'est des freelances? Enfin, c'est des C'est des gens. freelances. D'accord, ok. Cette dame-là, elle a sa propre société et on s'entend justement très bien parce qu'elle aussi, c'est une vraie entrepreneuse et qu'on se comprend très bien. Donc Donc, ça reste assez souple, on va dire. voilà, on peut s'envoyer des messages à 22h si le plombier est arrivé ou machin, ou à 6h du matin si le lit n'est pas arrivé ou qu'il y a un changement dans l'heure de livraison. Donc, c'est des gens, voilà, avec qui on peut se comprendre. Elle a aussi des enfants, elle a eu des soucis avec les enfants. On a pallié, nous, en prenant plus de responsabilités pendant qu'elle pouvait gérer. Donc, voilà, c'est des choses aussi. C'est pour ça que je dis qu'il y a le côté humain et la façon de gérer qui nous correspond et qui correspond à ce que moi je mets en place parce que c'est à ça que je suis sensible aussi. En tout cas, bravo pour réussir à sortir du lot à Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne, c'est un marché très, très concurrentiel. C'est pas cher, mais c'est hyper concurrentiel à cause des promoteurs Alors qui sont venus construire. c'est très très marrant parce que quand on a commencé, on a dit on va tester sur 1 ou 2 appartes parce qu'il y a quand même des fois des nuitées qui sont vendues à 35 € la nuit. Mhm. Donc impossible d'être rentable vu ce qu'on propose. Et on a commencé à 50 € la nuit. On a tout de Oui. suite été plein, on est monté à 60 et maintenant on est à 70 € la nuit. Ah ouais. Et on est obligé de plus en plus d'ouvrir des appartements d'immeubles en Airbnb parce qu'on continue à être quasiment à 100% de remplissage et que dans notre théorie du Airbnb, si on est à 100% de remplissage, c'est soit qu'on n'est pas assez cher, soit qu'il y a un problème parce que c'est pas tout à fait normal. Et on s'est rendu compte, voilà, dans notre type de marché, c'est pas du Airbnb comme on peut avoir des fois à Paris ou à Lyon où les gens restent peu de temps, où ils utilisent ça en remplacement de l'hôtel. C'est des gens qui s'installent plus sur 1 mois ou 15 jours. Par exemple, on est en relation avec le théâtre de la ville. Les comédiens, quand ils viennent pour une pièce, ils viennent chez nous parce qu'ils ont trouvé que c'était extrêmement agréable. Il y a un monsieur qui nous a demandé, voilà, je suis avec ma femme et j'ai un bébé. On lui a tout de suite commandé le kit bébé pour qu'il puisse venir avec sa femme et son enfant et qu'il ait tout ce qu'il faut pour pas avoir à transporter pour son enfant, etc. Et ça crée du relationnel et ça crée du bouche à bouche. Donc les gens savent que voilà. En tout cas, Il y a... bravo pour ta gestion donc, du relationnel, de ton équipe et du business Airbnb, qui en général est géré plutôt de façon un peu amateur, hein. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est la super organisation. En parlant des autres business, c'est pareil, tu la gères de la même façon? Alors, si c'est par rapport à l'immobilier, pas tout à fait, parce que quand c'est du vide et qu'on rencontre les gens à l'entrée, et puis qu'après, voilà, ils ont un contrat et que tant qu'ils partent pas de l'appartement, ils partent pas, c'est un peu plus tranquille. Mais c'est vrai que, par exemple, avec l'agence avec laquelle je travaille sur Saint-Étienne, c'est des gens que je connais. Quand je passe
je leur offre le repas ou on prend un café ensemble. On se tient au courant parce qu'ils continuent à me dire, même si tu veux plus investir, si jamais il y a des bonnes affaires, je t'appelle, peut-être tu connaîtras quelqu'un que ça intéresse. Oui, on garde. Je peux pas travailler avec des gens et pas avoir un certain lien avec eux. Ouais, donc on reste toujours dans le relationnel, le côté humain. Oui, tout Et à donc, fait. dans tout ce qui est électronique, c'est pareil, c'est le même type de business, tu le gères de la même façon? Alors moi, c'est plus facile pour moi parce que effectivement, je travaille avec des gens avec qui on travaille depuis des années. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais par exemple Sébastien Cerise. Enfin, Si. c'est des gens avec qui on travaille depuis longtemps. Donc voilà, petite anecdote, on a fait une croisière, on passait à Gibraltar. Sébastien habite à Gibraltar. On a dit voilà, on a 1 heure de temps libre dans notre temps à Gibraltar. Ben, on a profité pour prendre un café avec Sébastien. Quand il passe, on se voit. On avait travaillé à l'époque avec Alain Labussière, qui était très connu, parce qu'il vendait des livres plutôt spiritualité avec des cadeaux, améthystes, les pierres, etc. C'est quelqu'un avec qui on continue à avoir des relations. On était ici, il est passé avec toute sa famille. On a passé une soirée ensemble parce qu'il passait par là où on est en ce moment, etc. Donc, oui, pour moi, le relationnel, c'est important parce que dans les affaires, c'est pareil aussi avec mon comptable, le banquier, etc. Ça va quand même au-delà. Quand je ne sais pas les relations que vous avez, par exemple, avec votre banquier ou quand vous faites des prêts, mais je trouve qu'il y a des discussions, entre guillemets, un peu off ou des conseils ou des avertissements qui peuvent vous être donnés qu'on ne donnera pas suivant l'attitude que vous avez ou la façon dont vous gérez les gens. Oui, donc c'est comme dans tout. Quand on a des relations de long terme, c'est plus facile après donc de faire du business. Et quand on se revoit, c'est comme si on ne s'était pas vu depuis 10 ans. En Oui, plus, je puis crois que c'est des liens de confiance. Donc, on n'est pas obligé de se voir tout le temps. C'est au moment où il y a quelque chose, bonne ou mauvaise nouvelle, on sait qu'on peut être là et où, quand il y a un problème, on sait qu'on peut le résoudre. Moi, j'ai une anecdote à propos de Sébastien Cerise dont je vous ai parlé. C'est qu'à un moment, on voulait faire un petit cadeau au client qui avait pris le produit, et bien entendu, puisque c'est de la gestion un peu administrative, c'est moi qui gérais. Et la dame me rappelle et elle me dit, c'est quoi la couleur, c'est quoi le logo? Et alors, on s'était décidé sur le petit mot à mettre, on s'était décidé sur tout, mais ça, j'en avais pas du tout parlé, j'avais pas d'idée. Et donc, j'ai appelé Sébastien qui m'a dit, voilà, je fais un tour en moto. Dans une demi-heure pile, je serai à un endroit où je peux me connecter et où on peut régler le problème. Dans une demi-heure, tu me donnes les coordonnées, on se met au point. Dans 1 heure, tout est réglé. J'ai dit ça à la dame et du coup, on a maintenu nos délais. Mais c'est vrai que ça veut dire de pouvoir appeler quelqu'un, d'avoir ses contacts perso, etc. en cas d'urgence. J'ai jamais rappelé, euh, j'ai jamais rappelé Sébastien pour autre chose parce que ça m'avait pris. Mais ce jour-là, si on voulait tenir les délais, c'était important que je le dérange entre guillemets dans son intimité. Et ça a été fait. Il a répondu présent et voilà parce qu'il savait que c'était pro et que je n'abuserais pas de ça pour n'importe quoi. Non, mais Sébastien est super cool et je l'ai eu il y a 3 mois sur le podcast, il y a 4 mois. Et en plus, c'est l'un des épisodes les plus téléchargés. Donc, coucou à Sébastien et allez voir, je mettrai un lien dans le show note. Il est vraiment cool. Voilà. C'est un grand, grand professionnel. Je pense que c'est quelqu'un de qui on peut apprendre beaucoup. Bon, eh ben, on a parlé un peu de multitâche, beaucoup d'immobilier. Donc, je mettrai donc des liens dans le show note donc, pour les gens pour te suivre. Donc là, je vais passer aux questions que je pose à tous les entrepreneurs et entrepreneuses et investisseuses qui viennent. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Le business dont je rêve, alors c'est pas très très loin quand même de ce que je fais, mais ça serait un mélange entre le camping, Center Park, les hôtels de luxe, enfin, voilà, quelque chose qui tournerait Un peu dans le autour de ça. tourisme, un peu dans le tourisme et toujours avec de l'humain, rencontrer des gens Voilà, d'accord. exactement. Avec des super expériences ou enfin voilà, une façon de gérer l'accueil des gens un peu plus spécifique que, que dans, enfin voilà, que dans les hôtels classiques ou que dans
dans les grands ensembles, style Pierre et Vacances, Center Park, etc. Mais en adorant cette idée-là de justement un moment en famille, des expériences, des choses comme ça sous la main, ça j'adore. Bon, bah, tu nous en parleras au prochain interview. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseuse? Alors ma meilleure expérience, c'est ce qu'on a mis en place cet été parce que c'était totalement inattendu. Les chiffres correspondaient pas à ça, ce que tu viens de dire sur Saint-Étienne. Les nuitées étaient basses, il y avait de la concurrence, etc. C'est d'avoir fini le premier appartement, de dire allez, on le met tout de suite en ligne et d'avoir tout de suite des résas et de voir les résas et les gling-gling Airbnb et d'être là devant le truc en disant mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait? Et c'était marrant parce qu'en plus, c'était partagé avec Pascal Stretti, qui est la dame dont je vous parle depuis le début, qui m'accompagne. Je suis désolée, Pascal, j'ai même pas cité ton nom. Et qu'on était vraiment ensemble et avec son compagnon Jean-Christophe Bizou, qui est tout à la technique, et qu'on n'y croyait pas parce qu'en fait sur tout ce qu'on avait fait ça nous était jamais arrivé, donc voilà, c'était drôle, c'était un bon moment partagé, un bon moment business, hein, on va pas se mentir parce que quand on voit les résas arriver et l'argent sur le compte on est très heureux aussi. Voilà, ça regroupait un peu tout ce que j'aime. Non, ça tombe bien parce que moi, pourquoi je t'ai parlé de Saint-Étienne, c'est parce que moi, ma femme a un investissement qu'elle a acheté là-bas. Et en plus, c'est ma faute parce que c'est moi qui l'ai fait investir et qui n'est pas rentable parce que bon, à l'époque, je ne savais pas, c'est il y a plus de 10 ans. Et donc, bon, c'est en perte, hein. C'est juste pour défiscaliser. Et en plus, j'ai discuté avec Michael Ferrari qui, lui, quand je lui ai parlé de Oui. Saint-Étienne, m'a dit jamais de la vie il investirait là-bas. Et moi, je sais pourquoi. Mais bon, toi, voilà, tu as pu transformer quelque chose qui, logiquement, n'est pas le meilleur secteur. Mais c'est vrai que le Airbnb, à la base, c'est très rentable. Donc, c'est pour ça que je te félicite parce que tu as réussi à faire d'un secteur qui, logiquement, est très concurrentiel un business rentable. C'est pour ça. Donc, quel est pour toi le meilleur levier Oui. pour devenir entrepreneur? Je dirais vraiment l'envie et le fait de se faire confiance, de faire quelque chose qui vous correspond. Je crois que le pire du pire, c'est d'aller contre sa nature ou ce genre de choses parce que je pense qu'à se forcer, il en reste toujours quelque chose. Je sais que mon mari est très à l'aise avec la bourse, les SCPI, les investissements de différents types. Pour moi, je suis moins à l'aise avec ça. Lui, c'est l'inverse pour l'immobilier. Et on est beaucoup plus efficace justement quand chacun reste dans quelque chose avec lequel il est super à l'aise. Donc maintenant, il est ravi de l'immobilier, mais il est aussi ravi de ne pas le gérer. Et moi, je suis ravie de ce qui se passe sur les côtés bourse, investissement, etc. Mais j'aurais pas pu, moi, le mettre en place parce que voilà, j'ai pas forcément le mindset, je suis pas machin. Donc, je pense que il faut quand même sortir de sa zone de confort parce que je me sentais pas forcément initialement, je me serais pas dit allez chouette, je vais avoir un jour 3 immeubles, un plateau de 10 studios, etc. Vous m'auriez dit ça, j'aurais dit non, jamais de la vie. Mais par contre, sortir de sa zone de confort, mais dans quelque chose qui est pas trop douloureux ou voilà, qui reste gérable. Donc, sortir de sa zone de confort, mais dans un domaine où on est passionné. Ouais. D'accord. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Alors, depuis que j'ai les enfants, je lis quasiment plus. Donc voilà, je ne fais que parler avec les gens. Donc, quand les gens écrivent un livre, je vais discuter avec eux. D'accord. Le livre dont... Ou sinon un audio ou un podcast, hein, quelque chose qui toi, Alors non, ça va être très bizarre ce que je vais vous dire, mais moi, c'est John Irving, l'œuvre de Dieu, la part du diable. D'accord. Qui est sur le fait de répéter quelque chose jusqu'au moment où c'est tellement parfait, etc., entre guillemets, que ça sauve la vie ou vous comprenez ce qui a été fait. Et je pense que c'est, voilà, on s'entraîne, on fait plusieurs fois, faut pas se mentir. Les premières fois, on n'est pas très bon, on fait des erreurs, etc. Mais si on continue, si on s'améliore, à la fin, c'est peut-être ça qui va construire votre vie, sauver votre boulot, ce genre de choses. Et pour moi,
c'est quelque chose sur lequel je crois, ne pas s'arrêter parce qu'on est mauvais au début et travailler si c'est vraiment ça qu'on croit ou ça qu'on a dans sa vision. Comme disent les Américains, practice make perfect. Et pour ceux qui ont un doute, allez voir mon premier épisode de podcast, vous allez voir la différence. Voilà. Donc, John Erwin, La part du diable. Ok. Donc, L'œuvre de Dieu, la part du diable. L'œuvre du Dieu, la part du diable. Donc, en tout cas, je mettrai les liens dans le show note. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La compétence que je rêverais d'avoir, d'être plus zen. D'être plus zen? Pas te stresser? D'être plus... Parce que, ouais, je suis stressée. Je suis toujours un peu à 2000 à l'heure et j'ai toujours du mal à ralentir le rythme et j'avoue que ça me fait un peu rêver. Alors en même temps, je ne sais pas si j'arriverai à supporter, mais de façon fantasmée, ouais, j'adorerais être plus zen. Ça tombe bien parce que ce matin, j'ai eu un autre entretien. Là, j'ai une journée d'entretien. Et certains, peut-être, je pose moi la question, ne comprennent pas que quand je dis rêve d'avoir, ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir. C'est que tu rêves. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire. Mais bon, au moins, ça. Exactement. Tu as bien répondu. C'est un fantasme qui est voilà, là. c'est un fantasme. Bon, ben Charlotte, grand merci. Merci beaucoup à toi. J'espère que ça va motiver toutes les personnes qui sont multitask. En fait, même s'ils ne sont pas multitask et qu'ils sont unitask, j'aimerais juste que les gens comprennent qu'il faut faire en fonction de soi. Si on est meilleur en faisant une seule chose jusqu'au bout, ça serait ridicule de vouloir en faire plusieurs. Si on est mauvais en faisant une seule chose jusqu'au bout, qu'on a besoin d'en faire 2 ou 3, comme certains lisent 3 livres, il faut pas non plus se faire violence parce que Pierre ou Paul a dit l'inverse. Je pense qu'on est bon quand on fait ce qui nous correspond. Il faut apprendre à s'écouter et puis savoir là où on est bon, comme tu dis. Coucou à ton petit chien. J'en ai deux, alors bonjour le bruit. Bon, ben Charlotte, je te dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt et puis bonne continuation avec les podcasts et bonne écoute à tout le monde des différents épisodes. Merci. C'est tout pour l'épisode 44. Et oui, j'aurais bien voulu parler plus longtemps avec Charlotte, mais c'est une busy woman, donc très occupée, donc je pouvais pas parler plus longtemps. Sinon, j'aurais continué pour parler plus de ses autres business en ligne, mais bon, ce sera peut-être pour un autre épisode. Donc, grand merci à elle d'avoir donc libéré son temps, de nous avoir partagé donc ses expériences d'investissement immobilier classique, puis aussi donc Airbnb, parce que même moi, ça m'a donné des idées. Comme tu l'as entendu, ma femme a un bien donc qui n'est pas rentable dans le coin, donc on va peut-être s'y intéresser. Et donc je mettrai aussi donc tous les liens dans le show note par rapport aux personnes qu'elle a parlé, sa coach et une autre personne, je crois. Donc je lui demanderai, je mettrai donc tout dans le show note pour que tu puisses aller donc toi aussi te former et te renseigner vers les meilleures personnes pour faire de l'immobilier rentable. Donc voilà, donc moi je te dis un grand merci, n'hésite pas donc à partager, à liker, à commenter, et puis donc je te dis à la semaine prochaine pour 2 nouveaux épisodes. Ciao ciao.